Quid des preuves qui motivent cette décision? Premier sujet, condamnation de l'ancien président Kabila et échange de Doha, une contradiction. Vous comprenez que cette émission est consacrée à cette question à laquelle l'opinion accorde une certaine importance. Mesdames et messieurs, sous ce plateau, 3 invités avec qui nous allons échanger autour de ces questions, mais ça n'empêche pas qu'on puisse toucher d'autres questions d'actualité, de l'heure, mais ce sont les questions principales. Voilà, par ordre d'arrivée, Monsieur Serge Ntseka, patron de médias, journaliste, analyse des questions d'actualité. Il nous fait l'honneur d'être là, dans cette émission. Merci beaucoup, Monsieur Serge Ntseka. Merci de l'invitation, Dan, et merci en tout cas pour cette opportunité. Je salue tous les téléspectateurs ainsi que les co-débatteurs. Merci beaucoup, Monsieur Serge Ntseka. Monsieur Eugène Kandolo, également journaliste, analyse des questions d'actualité. Voilà, il n'est plus à présenter, il est vraiment suffisamment connu. Mais merci quand même de faire votre retour chez nous. Ouais, mais c'est un plaisir. C'est sur votre invitation, donc j'apprécie énormément. Je salue les téléspectateurs et aussi les co-débatteurs, donc Monsieur Thierry, Monsieur Serge. Donc voilà, merci. Merci énormément. Monsieur Thierry Mukeleke, également journaliste. Voilà, analyse des questions d'actualité. Il n'est plus non plus à présenter. Vraiment, merci beaucoup de prendre part à ce casting. Merci Dan. Merci aux amis avec lesquels nous allons échanger sur ce plateau. Et salutations à tous ceux-là qui vont suivre Grande Tribune. Et mon coucou toujours particulier à nos amis de la prison militaire d'Endelo et dans toutes les prisons. Donc notre combat se poursuit. Nous parlerons toujours des conditions de vie dans des prisons et même de l'injustice justifiée dans des détentions arbitraires, des détentions irrégulières. Nous parlerons jusqu'à ce que nous soyons entendus et qu'on régularise les détentions dans toutes les prisons. Vraiment, merci beaucoup. Alors, rapidement, on va faire le point de la question du jour. Bon. Joseph Kabila a été jugé coupable de trahison, de participation, organisation d'un mouvement insurrectionnel, crime de guerre, notamment homicide intentionnel, meurtre, viol, torture, attaque contre les biens protégés, apologie ou propagande des crimes de guerre. Voilà, quels sont, deuxième aspect, quelles sont les preuves avancées par la Haute Cour? Premièrement, témoignage, notamment celui d'Erin Kouba, un ancien proche du mouvement M23 ou de la FCM 23, activité attribuée notamment réunion d'état-major dans des zones rebelles, inspection des centres d'instruction, supervision des hostilités. L'accusation de ce que Kabila serait le chef de la coalition FCM 23 et qu'il exerçait un rôle de direction des opérations. Sanctions, voici la sanction ou les sanctions prononcées, peine de mort pour la plupart des infractions majeures, trahison, crimes de guerre, insurrection, etc. Pour le complot, une peine de servitude pénale principale de 15 ans, dommages et intérêts civils très élevés, 33 milliards pour la RDC et pour les provinces affectées Nord Kivu et Sud Kivu. Motivation et contexte, la Cour a jugé que les actes imputés à Kabila constituaient non seulement des infractions classiques, mais aussi des crimes graves à l'échelle de la guerre ou de l'insurrection, l'implication de l'hostilité de l'Est, dans l'Est du pays, particulièrement vers le groupe M23 ou l'alliance M23. Bon, on va se limiter là, on ne veut pas prendre les différentes réactions qu'on a récoltées pour vous, Minakou, le FCC, l'Union Sacrée qui a répliqué, Kika Bin Karoubi, le LGD, il y a beaucoup de réactions qui sont tombées sur cette question. On vous épargne de tout cela pour aller directement droit au but par rapport à cette émission. Voilà, on va d'abord donner la parole à M. Serge Ntseka. Pour vous, comment vous avez d'abord réagi après avoir appris ce verdict contre l'ancien président? Je crois que le verdict qui est tombé n'est pas très loin de réquisitoire du procureur, de l'auditeur général. Dans l'esprit de ceux qui ont voulu ce procès, s'est profilé, je crois, plusieurs idées. Donc, poursuivre Joseph Kabila, le mettre dans une situation de restreindre
ses libertés. Je crois tout s'est réparti, à mon avis, de ses sorties médiatiques et de ce qu'il aurait dit, et qu'à un certain moment, Kinshasa a essayé de répondre à Joseph Kabila en restreignant ses mouvements. Mais aussi, cette condamnation apparaît comme la monnaie d'échange. Et qu'à un certain moment, que Kinshasa va faire valoir. Kabila a été jugé par défaut. Kabila ne s'est même pas donné la peine de se faire représenter, c'est-à-dire que pour lui, cette cour, ce procès, j'interprète, hein, je n'ai pas échangé avec lui, beaucoup d'importance, autant qu'il a beaucoup de collaborateurs ici qui ne se sont même pas donné la peine d'aller assister, ni suivre, peut-être qu'ils ont suivi ça par personne interposée, mais personne ne s'est présenté, et que la cour a continué le procès sans la partie accusée. Donc c'est là, en termes de droit, en termes de logique, risque de poser aussi un certain problème de crédibilité, parce que de toute façon, avec tout ce que nous avons comme instrument juridique, dans tout ce que nous avons adhéré, Kabila pourrait toujours ses pouvoirs en cassation, ici ou ailleurs, essayer d'attaquer aussi. Alors là, on va rentrer dans des guerres juridiques qui ne feraient que perdre trop de temps. Alors, par rapport pour rester dans le procès, je crois que l'accusation a apporté des éléments qu'elle-même pouvait défendre, et que le tribunal a jugé par rapport aux éléments de preuve, et que cela a abouti à cette multiplicité des peines. Mais je crois que dans l'application, on prendra la plus grande peine, donc je dirais peine de mort, qui sera commuée certainement à détention à perpétuité, même si Moutamba avait milité pour la restauration de la peine de mort. Mais je crois qu'il lui-même, là où il est, il doit se dire merci, parce que de l'avoir pas appliqué, il aurait été peut-être la première victime de cette loi. Donc c'est ce qui voulait dire qu'en politique, quand on prend des décisions, il faut peser les tenants et les aboutissants. Mais je crois que dans le contexte, parce que le deuxième, je voulais anticiper, mais j'attends que vous nous donniez la parole par rapport à cette deuxième partie. Joseph Kabila a été condamné par la justice militaire. Il a été jugé comme militaire. Son association, il est présenté comme le chef direct de M23 des AFC, mais pendant qu'on discute à Doha, il y a des gens qui se présentent. Il y a Bissi, moi, il y a Nanga qui se présente comme responsable de AFC, comme M23, et ils n'ont jamais cité le nom de Kabila, même en passant. Mais là maintenant, je ne sais pas si cela est apparu dans le procès, je ne l'ai pas tellement perçu, mais je pense que l'auditeur a pu apporter des preuves, et que le tribunal les a analysés pour conclure à cette coalition FCC. Ces preuves suffisantes, ces preuves qui ont été présentées, notamment un témoignage. Hein. C'est un témoignage notamment d'Eric Kouba, un ancien proche du mouvement M23, qui est aujourd'hui détenu. Il y a des activités attribuées, notamment l'état-major dans des zones de rebelles. Il a inspecté des centres d'instruction, il a supervisé les hostilités. Il a exercé un rôle de direction des opérations selon le verdict. Est-ce que on va dire c'est suffisant pour le condamner? Ici, on n'est pas dans la logique du conteneur. Hein. C'est-à-dire au conteneur, moi je peux te permettre, je vais parler avec le commandant, viens, on t'arrête. Au niveau où nous sommes là, on ne peut pas avancer les choses de manière gratuite, de manière simpliste. Et je pense que notre justice, la justice militaire, a tout le moyen pour étayer tout ce qu'il a elle pourrait avancer comme propos, et que cela devait être vérifié. Mais je me dis, le gouvernement congolais est un pourparler avec les M23 et à Doha. Alors comment
on discute avec les responsables de ces mouvements armés, mais à Kinshasa, on trouve d'autres responsables qui n'apparaissent pas dans ces discussions-là. C'est là où moi j'aimerais vraiment comprendre. Mais s'il y a des éléments qui n'apparaissent pas pour une raison ou une autre, des raisons politiques, des raisons de stratégie, je n'ai pas malheureusement accès au secret des dieux, eu à vérifier cette question, mais je me dis c'est à la justice militaire de nous éclairer. Non, à nous éclairer, parce que c'est pas question d'éprouver, parce qu'ils le disent déjà, et qu'on puisse nous aider à comprendre ces rapprochements, mais pour raison de vérité, et la population congolaise tout entière est en droit de savoir ce qui se passe sur la vraie motivation de ceux qui se sont un jour décidé de tourner le dos à la République, à la nation pour prendre des armes, et qui sont nourris par qui, et quels sont les objectifs qu'ils poursuivent, surtout qu'en ce moment on avance vers une forme de négociation, une forme d'entente. Tout cela devait être tiré au clair. Au clair. Merci beaucoup, monsieur Serge Seka, pour cette belle analyse. Monsieur Eugène Kandolo, comment vous avez réagi après avoir appris il faut dire que ce procès est une suite logique d'un processus qui a commencé depuis un temps. La vérité, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup d'engouement autour de ce procès. À un moment donné, on a suivi ça comme au second degré, comme quelque chose avec des intérêts. Donc, est-ce que c'était voulu comme ça? Est-ce qu'il y a eu l'effort pédagogique de vraiment cristalliser la population autour de ça et que la population a montré le désintérêt? Je ne sais pas. Mais de manière globale, il n'y a pas eu un engouement, il n'y a pas eu cristallisation d'énergie en termes d'intérêt, comme par exemple c'était le cas du procès 100 jours ou autre. Ça, c'est d'abord un élément à soulever. Mais c'est dire aussi comment quelque chose qui pouvait être beaucoup plus important a été vu comme aléatoire dans l'opinion. En tout cas, ça, c'est mon point de vue quand je regarde la température, parce qu'on parle quand même du procès d'un ancien président de la République dans un pays de près de 100 millions d'habitants, où il y a des problèmes que nous connaissons, et on parle de la question de guerre et tout, mais que ce n'était pas vraiment. L'actualité aujourd'hui, on parle beaucoup plus du match PSG et Barça, on parle beaucoup plus du dollar qui baisse et trucs. Donc, ce n'est pas vraiment au premier plan. C'est vraiment vous, les médias, qui peut-être ferez la une, les journaux vont mettre. Mais dans la population, le regard que j'ai, c'est que ce n'était pas vraiment quelque chose de premier plan. Et si on veut considéré selon les critères de sélection d'information pour le journaliste, on dirait que ça a une grande portée, cela. Et on considérait que c'est une information avec laquelle on doit ouvrir le journal et tout. Mais dans l'opinion, malheureusement, j'ai comme impression qu'il y a inversion de rôle sur l'échelle de l'importance. On n'a pas beaucoup accordé l'importance de cela. Maintenant, après, il faudrait rentrer dans les contenus. Est-ce que parce qu'on n'a pas accordé l'importance, il y a lieu de dire que le procès ne devait pas avoir lieu, ou bien c'est un procès arbitraire? Là, maintenant, c'est un autre fait, parce qu'il s'agit effectivement des questions sensibles qui touchent et à la sécurité de l'État, mais qui évoquent en fait des millions de morts des Congolais. Donc il ne faut pas comprendre ça de manière aléatoire. Mais je peux comprendre aussi, regardez même les processus qui a conduit jusqu'à aujourd'hui. C'est un processus où deux fois les gens trouvaient comme une patate chaude. Regarde comment au niveau du Sénat, par exemple, pour traiter cette question. Pour la première fois, on a vu, pour une assemblée qui a 108, hein, les sénateurs c'est 108, oui. Mais on constitue une commission de plus de 50 personnes. Commission, la logique d'une commission c'est 12, 10, 20 personnes. Mais dans une assemblée de 106, on a près de la moitié qui constitue une commission. C'est pour dire que c'est comme si chacun voulait que les responsabilités soient partagées. Cohn-Bendit, ce n'est pas moi. Moi, le président du Sénat, je ne veux pas qu'on puisse me faire porter le chapeau. C'était une sorte de patate chaude. Donc, c'est quand même un sujet assez complexe du regard du dehors, du regard d'analyste. On a senti qu'il y avait des hésitations. Tantôt, est-ce qu'il faudrait qu'on y ait de main forte? Tantôt, les gens, comme si
il voulait assumer les responsabilités des institutions qu'il représente ou qu'il dirige, mais en même temps, il se rend compte que c'est une question sur un terrain glissant, mais il y a un peu de tout ça. C'est dans ces contextes que ce procès se cheminait, mais après, ça reste une question qui devrait être débattue et qui valait la peine parce que, comme je l'ai dit, il s'agit d'un ancien président de la République. Ceux qui disent que c'est un procès politique, un procès pour écarter un acteur. Bon, ça peut être politique ou pas. Moi, je voudrais ici, dans cette émission, j'aborderai la question du point de vue de la République. Pas du point de vue du PPRD ou du point de vue de l'UDPS ou du point de vue de l'Union sacrée ou du point de vue des lobbyistes, mais je l'aborderai du point de vue de la République et on va parler vraiment avec froideur parce qu'il s'agit des questions de la République et il s'agit d'un ancien président. Ce n'est pas un citoyen lambda dont on est en train de parler. Merci bien, merci beaucoup, M. Jean Kandolo, pour cette également belle entrée en la matière. M. Thierry Mokireke, vous voyez comment, vous avez réagi comment par rapport à cette... on sait que vous prenez des fois parti, hein, vous défendez quand même, des fois on connaît plus ou moins votre position, mais vous avez réagi comment? Bon, ma position, elle est républicaine. Ma position reste républicaine et ma difficulté souvent, c'est quand tu suis Eugène, il comprend la contextualisation des cas. Il chute en disant que nous allons parler République, pas PPRD, pas UDPS ou je sais pas Union sacrée. Pourquoi il dit ça? Parce que dans la rhétorique congolaise, quand on dit PPRD, c'est Kabila. Quand on dit UDPS, c'est Tshisekedi. Vous comprenez? Alors déjà, c'est biaisé. C'est pourquoi tu as fait rire ces cas. Quand tu dis qu'on connaît un peu directement dans le substitut mental des autres. Donc, les gens risquent de ne pas aller dans la matière. C'est ce que lui a demandé, Eugène. Restons dans la froideur. Hein? Donc, Serge a bien parlé, et même Eugène, alors qu'ils ne se sont pas concertés avant de venir ici. Il y a complémentarité dans ce qu'ils disent. Maintenant, moi, je vais essayer d'aller au-delà. Parce qu'aujourd'hui, il y a déjà un jugement rendu. On ne sait pas faire un débat sur un jugement. C'est pénalement poursuivable. Mais nous allons traverser, aller au-delà de ce jugement rendu. Que veut la loi? Que dit la loi? Je vais parler maintenant de la présomption d'innocence. Parce que tout ce qui vient de se passer, Serge vous a dit que Kabila a maintenant le temps de se pourvoir, soit ici, soit au niveau international. Je pars de là pour parler de la présomption d'innocence par laquelle l'incriminé pourrait aller dans ce pourvoi, soit en cassation. Suivez, quelques minutes, une minute. Une atteinte à la présomption d'innocence survient lorsqu'une personne accusée d'une infraction est présentée publiquement comme coupable avant sa condamnation. Or, le ministre de la Justice nous avait déjà dit ouvertement que Kabila, c'est lui le criminel, Kabila, c'est lui le M23, Kabila sera arrêté, il sera condamné à mort. Et ses biens seront, comment dire, confisqués. C'est ce que défend, c'est de ça qu'on parle d'atteinte. Et on poursuit. Qu'est-ce que l'atteinte à la présomption d'innocence? On vient de le lire, je vais un peu plus bas. Cela se produit lorsqu'on vient de lire encore, voilà. Quelle action constitue une atteinte à la présomption d'innocence? La diffusion d'informations sur une enquête ou une instruction en cours qui a pour effet de désigner la personne comme coupable. La publication d'images, la personne menottée ou détention provisoire sans son accord. Ces déclarations faites par des autorités publiques qui
préjuge la culpabilité d'une personne. Donc, en amont, tout Congolais savait que Kabila sera condamné. Parce que le pouvoir public l'avait déjà dit. Tout Congolais savait. Le danger, le juge... Le juge est quelque part un peu aux ordres, en quelque sorte. Bon, parce que tout le monde, le pouvoir public a dit que ce monsieur sera condamné, il a fait ça. Et même en amont, on a visité les biens de Joseph Kabila, en amont. Et même les biens qui appartiennent à sa femme. L'organe poursuivant n'est pas arrivé à différencier les biens de M. Kabila, les biens de l'épouse de M. Kabila, les biens des enfants Kabila et les biens de la famille Kabila et ses propres biens. D'où cet imbroglio, ce mélange, porte atteinte à cette présomption d'innocence. Vous allez dans la ferme de Joseph Kabila. Nous, on pensait qu'au procès, on amènerait des djefang d'armement, des bombes qu'on aurait trouvées dans une des fermes. On a eu une bourgmestre qui nous avait présenté les tenues militaires qu'on aurait trouvées dans les concessions de Maman Olive. Mais on n'a pas vu ces tenues militaires comme preuve matérielle. Apparemment, c'est quand même un peu insuffisant. Hein, moi, je veux étayer. On a été à Kachamata. Dans les publicités Internet, on aurait trouvé des bombes et tout à Kachamata. Et on aurait arrêté, je crois, 2 sujets, si c'est Népalais ou Colombiens, qui vivaient là-bas. Nous, quand on voit la publicité dans les réseaux sociaux, on pensait que ces gens-là seraient présentés, que voilà les gens que Kabila utilisait. Des ministres, des députés, c'est-à-dire les membres faisant partie intégrante de l'autorité publique, sont passés sur vos chaînes de télévision. Ces autorités publiques nous ont dit ouvertement, au temps présent, que Kabila est rwandais, et Kabila déjà avant, il préparait son coup. Des autorités. Je ne vais pas citer des noms. Tout le monde connaît. Mais, curieusement, on ne voit aucun témoin. Et c'est l'État congolais qui nous informe que je n'ai pas les moyens de sécuriser les témoins. Mais il y a un certain Eric Nkouba qui avait fait un témoignage. Hein, pour... Eric Nkouba est un condamné d'un autre dossier. Oui, dossier Nanga, tous connivence avec M23. Que veut la loi? Comme Eric Nkouba, selon une certaine opinion, serait une preuve orale, il y a ce qu'on appelle renseignant. Quoi qu'il ait condamné, il devait comparaître comme renseignant. Là-bas, Eric Kouba. Mais on prend les propos d'Eric Kouba, que Eric Kouba lui-même avait contredit pendant son procès. Eric Kouba avait informé la même haute cour, les dossiers J à la haute cour, que j'ai été contraint de faire ces déclarations-là. On m'a arraché ces déclarations par la torture. Vous prenez ça comme preuve. Et vous dites que Kabila était à Goma. Il a inspecté. Hein, il a inspecté. Des centres d'instruction, des supervisions des hostilités. Ok. Nous ne voyons pas ces images. Vous nous apprenez comme Facebook et Internet nous avaient appris. Mais quand moi j'étais sur Facebook et Internet, réellement Joseph Kabila était à Rumangabo, mais c'était en 2010-2011, avec l'état-major général à son époque quand il était commandant suprême. Et il y avait notre consoeur Sylvie Bongo qui a parlé avec l'état-major général, et c'était Didier Etumba. Ce sont les images avec Joseph Kabila et Didier Etumba qui sont dans les réseaux sociaux. Mais les images, je chute, les images desquelles on fait allusion, en tout cas, on devait les présenter, comme on a projeté sur le fameux coup d'État. On a amené des écrans géants, on a identifié que Dan
quand tu as appelé Thierry Mukelekele, tu étais devant l'immeuble Interfina. Tu t'es déplacé, tu es arrivé à Sosacom. Et Thierry Mukelekele était devant la RTNC. Il s'est déplacé, on nous a montré tout ça. Quoique, c'était bien monté. Mais ici, la manière dont on a fait, on n'a rien monté. Mais on nous dit seulement que les preuves sont suffisantes. Voyez-vous? Or, je ne sais pas si c'est quand vous allez m'accorder deux secondes. Je voulais juste ajouter quelque chose. Pour qu'on puisse, oui. La charge de la preuve, c'est au ministère public de prouver la culpabilité de l'accusé. Ce dernier n'a pas à prouver son innocence. C'est la loi. Le doute profite à l'accusé. En cas de doute raisonnable sur la culpabilité, le juge doit profiter à l'accusé et le prononcer un acquittement, ce qui n'a pas été fait. La garantie de la défense. L'accusé doit avoir accès à toutes les garanties nécessaires à sa défense, notamment le droit de se défendre pleinement, ce qui inclut le droit de garder silence et de bénéficier d'un contre-interrogatoire des témoins. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Thierry Mukelekele, vous avez été... on a suivi en tout cas votre... Bon, ça, ce ne sont pas les documents du PPRD, hein, c'est la loi. Non, on a compris. On a compris. Monsieur Serge Tseka, je pense qu'on va prendre rapidement la deuxième thématique. Hein, puisque non, ça ne permet pas de rebondir sur... ouais. Hein. Voilà. Il est revenu un peu sur beaucoup d'éléments. Moi, j'ai décelé une interview du président de la République. Je pense qu'il a fait à l'étranger. Les cadres m'échappent un tout peu. J'oublie un peu les cadres. Le chef disait... Avant même que les procès ne puissent commencer, les poursuites, tout ça, devant le Sénat, et ainsi de suite, le chef disait déjà que tout ce qui se passe là-bas, c'est Kabila qui est derrière tout ça. C'est lui l'auteur, le numéro 1 de tout ça. C'est Kabila qui dit. C'est le président Tshisekedi qui l'avait dit une fois. Je pense que vous avez lu en image. Il a dit 2 fois. Et je crois que ce que vous évoquez là, c'est en Allemagne lors d'un sommet économique, juste quelques temps avant que... Goma puisse tomber, donc la veille là. Ouais. Exactement. Est-ce que ces déclarations-là ont joué un rôle ou un impact sur la... Vous pensez qu'il y a... ça joue un impact sur la condamnation des Kabila? Et ces propos ont été corroborés par ceux de Jean-Pierre Bemba. Qui, quand Top Congo, même quand il mobilisait, ratissait large. Donc, je pense qu'à ces niveaux de responsabilité, avancer de tels propos suppose qu'on a suffisamment d'éléments. Des éléments que nous, journalistes, n'avons pas, mais je présume, parce que je ne peux pas imaginer qu'ils le disent de mauvaise foi. Ils ont des éléments. Le président de la République, c'est l'homme le plus informé. Certainement, il doit avoir des éléments. Mais est-ce que ces éléments qui pourraient, que disposeraient les chefs de l'État, comment seraient, allais-je dire, confirmés par la réalité du terrain? Les sources du chef de l'État, est-ce que ce sont des sources vraiment qui renseignent sur la vraie réalité? Parce que, regardez, il y a d'une part, après les désamours entre Kabila et Tshisekedi, le mal congolais, la responsabilité de la guerre, c'est pour Kinshasa, c'est Joseph Kabila. Mais qu'est-ce que Joseph Kabila répond? Le problème du Congo, c'est Tshisekedi. Au niveau politique, nous sommes dans 2 registres. Des registres incompatibles, mais on connaissait des dissociés. Politiquement, il y a un désamour entre Tshisekedi et Kabila. Et il y a des, je ne parlerai pas des pics, mais des accusations, des charges qu'on lance l'un à l'égard de l'autre. Et puis, ça monte crescendo jusqu'au niveau d'amener toute la responsabilité. Et de faire asseoir toute la responsabilité l'un contre l'autre et l'autre comme ainsi de suite. Donc, à ce niveau-là, est-ce que la justice, je me pose la question, n'est pas mise à contribution dans une forme de bataille? Je me pose la question, je n'affirme pas. Que ne serait pas mise à contribution dans une bataille politique
qui peut-être ne voudrait pas la défenestration de l'autre, mais chacun voudrait avoir des arguments, comme je le dis quand j'avais pris la parole en liminaire, que je puisse avoir des arguments lors des probables négociations, que je puisse être à mesure de faire agenouiller l'autre. Parce que, disons-le, on ne peut pas, Kabila et comment son parti politique peuvent faire semblant de ne pas croire en cette condamnation, mais c'est quelque chose qui pèse. Kabila a des intérêts au Congo. C'est un président dont on ne connaît pas des avoirs à l'étranger, comme ça s'est passé par le passé. Passez-moi la redondance. Et Kabila a investi ici dans plusieurs domaines. Il n'a pas intérêt à être en conflit avec la République démocratique du Congo parce que le plus grand perdant serait lui. Kabila est condamné à 32 milliards. Mais écoutez, c'est 32 milliards. Alors, de dommages-intérêts. Mais je ne sais pas s'il vendait même tous ses biens, s'il pourrait atteindre cela. Donc c'est quelque chose, comme personne. Je dis comme individu, ça doit l'affecter profondément, ça doit affecter sa famille, parce que quand on parle de patrimoine Kabila, il n'y a pas que lui. Il y a sa famille, comme Mukelekele l'a dit, il y a lui, il y a sa famille, il y a ses enfants. Donc est-ce qu'on peut faire la part de ce qui revient exactement? Et déjà, il a quoi? Qui le sait, qui s'est renseigné sur, qui a recensé les avoirs des Kabila aujourd'hui. Donc je reviens sur ce que je disais en disant que Kabila doit en souffrir comme personne. Et politiquement, je crois que sa marge de manœuvre comme acteur politique et même comme son parti politique doit être en mal aujourd'hui. Je ne vois pas à la suite de ce jugement, on ne commande pas les jugements parce que c'est dit, et c'est peut-être à lui et peut-être à ses défenseurs d'intenter d'autres procédures, mais je ne vois pas quelle est la marge de manœuvre qu'auront Shadari et Minakou et les autres, et Kambere, aujourd'hui pour essayer d'exister politiquement. C'est quelque chose qui charge. Mais aussi d'autre part, cette justice qui a jugé quelqu'un par absence, qui n'a même pas commis d'office, on pouvait même commettre d'office des avocats pour faire le contrepoids. Même Paris Saint-Germain et Barcelone, ce n'était pas le cas. Donc, il y avait quand même un certain équilibre. Donc, c'était vraiment le terrain Tengami côté Moko. Donc, sur le plan académique, on ne peut pas retenir ça comme un grand procès qu'on pourrait enseigner. Hein, parmi les grands procès. Mais comme événement qu'un président de la République soit jugé, l'histoire pourra le retenir. Mais sur le plan scientifique, sur le plan académique, je pense que le procès manque un peu d'ingrédients, manque un peu d'éléments qui pourraient équilibrer. Moi, je vous parle en termes d'équilibre. C'est-à-dire que le procès, c'est on accuse, on se défend. Et on attaque de l'autre côté, et c'est ce qui fait même la beauté. On suit des films à caractère judiciaire, on voit il y a une certaine beauté dans ces échanges judiciaires. Ça manquait du piment, ça manquait du remontant, et ça ne peut pas être retenu parmi les grands procès académiquement parlant. Merci beaucoup, M. Serge Nseka. Ça rappelle quand même un peu les procès au Brésil avec de l'ancien président. Il y a Lula da Silva qui a fait arrêter Bolsonaro, qui a fait arrêter Lula. On le dit comme ça aujourd'hui. Et Lula qui les condamne, je ne sais pas à combien, à des peines stratosphériques. Je me dis, bon, si c'est le pays des tiers-monde, nous devons continuer à fonctionner comme ça. Vous me poserez peut-être qu'il y a aussi Sarkozy. Il y a Sarkozy, mais sachez que sachez que le karma existe. Ouais. Le karma existe. Mais Sarkozy a eu la grâce présidentielle. Macron a donné la grâce présidentielle à Sarkozy. Ah non, c'est tombé il y a 48 heures. Et voilà. Bon, alors j'allais rebondir parce que la beauté du débat autour de la table, c'est aussi des nuances. Sinon, on risque de penser que tout ce que chacun dit, on a dit amen et oui. Je voulais rebondir un peu sur ce que Thierry disait tout à l'heure. Outre le côté que nous avons montré, la banalisation de l'impact du procès, et Serge l'a bien dit, ça ne veut pas dire que ça n'affecte pas.
réellement, ceux qui sont touchés par ça, les gens du PPRD, tout ça, ils peuvent faire semblant, mais ils savent que c'est quelque chose. Ouais. C'est quelque chose. Alors, Thierry parlait de sa notion, je ne sais pas c'était dans quelle loi qu'il était en train de lire, sur l'atteinte à la présomption d'innocence. Mais j'ai relevé qu'il parlait et des exemples en amont et en aval. Ça faisait un peu de tout. Est-ce que cette atteinte s'est faite et constatée avant que le procès soit dit ou après? Et dans les éléments en amont, il a soulevé le fait que le ministre de la Justice aurait parlé. Mais en fait, il ne faut pas qu'on mélange les choses. On accuse toujours quelqu'un de quelque chose, dès le départ. Et on doit aller l'éprouver. Donc, dire dès le départ que X m'aurait volé et que je l'accuse, ça ne veut pas dire que je viens de les condamner. C'est au juge d'établir ça. Sinon, ceux qui nous suivent à la maison risquent de croire que le fait que Moutamba avait dit ça, automatiquement, même si on savait que Kabila serait condamné, on ne savait pas à quelle hauteur sa peine serait et quelle serait la qualification de la peine. Et ça, c'est très important. Autre élément, j'ai entendu parler de questions de perquisition. Mais voyez-vous, on n'a pas trouvé des armes lourdes. Donc vous, pour vous, vous attendez qu'on puisse trouver des armes lourdes après perquisition pour qu'on établisse qu'il y a, crime ou il y a quoi? Les perquisitions, on les fait même pour des crimes de viol. On a vu des joueurs qui sont poursuivis. On accuse Mbappé d'avoir violé une mineure et tout ça. On va faire des perquisitions à l'hôtel où il était. Est-ce qu'on va chercher les armes lourdes pour une question de viol? En fait, sinon on risque de mélanger beaucoup de choses. Les perquisitions, c'est classique, on peut le faire dans n'importe quel type de procès pour avoir des éléments. Ça peut être une lettre, ça peut être un document, ça peut être une arme, mais l'idée ne veut pas de dire que quand on a fouillé Kachamata, on cherchait à trouver des chars de combat là-bas et ainsi de suite. Donc, sinon, ceux qui nous suivent risquent de croire que donc, chaque fois qu'il y a perquisition, on va chercher les armes. Maintenant, présomption, donc atteinte à la présomption d'innocence. Ici, on revient à reposer autrement la question. Est-ce que Kabila est poursuivable ou pas? Parce que c'est la question qu'il faudrait qu'on se pose. Le procès peut être politisé. Le procès peut être mis dans le registre de l'art de la guerre, de guerre des nerfs, où on veut affaiblir l'un ou l'autre. Mais est-ce que Kabila n'est pas poursuivable? Écoutez ce que l'on dit de manière générale sur la question de la trahison. Quand on parle de la haute trahison, il y a une question de déloyauté vis-à-vis des institutions. Il y a une question Attends, je vais vous lire parce qu'il a voulu qu'on lise. C'est l'IA. Je ne suis pas allé prendre le code pénal, tout ça, parce que c'est pour prendre de manière générale. Qu'est-ce qu'on entend par haute trahison? C'est un crime considéré comme extrêmement grave, impliquant une déloyauté extrême envers un pays. Est-ce que dans le comportement de Kabila, n'y a-t-il pas eu des éléments, des indicateurs de déloyauté extrême vis-à-vis du pays? Je vais y répondre tout à l'heure. De son chef ou de ses institutions et qui met en danger la sûreté de l'État. Quand on lit ça, on regarde le comportement de Kabila, que j'insiste, dès l'entame, j'ai rappelé qu'il ne s'agit pas d'un Congolais lambda. J'ai suivi les débats hier sur Radio Okapi où un de désormais rebelle, Nyarugabou, dit que n'importe qui part à Goma, on peut le poursuivre parce qu'on a poursuivi Kabila. Mais c'est quel type de légèreté? Nous sommes en train de parler de la personne qui a dirigé le Congo pendant 18 ans, président de la République, qui avait prêté serment comme garant des institutions et qui devrait protéger l'intégrité du territoire. Et ces attributs ne s'arrêtent pas parce qu'on a cessé d'être président. Le pays que tu as défendu contre le même M23 que tu as combattu, tu te permets quand même de quitter, même si c'est par caprice, même si tu veux faire mal à Tshisekedi. Ici, j'insiste que le pays va au-delà de la personne de Tshisekedi, de la personne de Kabila et de Kare Migné de Nanga. Le pays saigne. À Goma, on tue, on pille. Pour caprice, parce que tu veux faire mal à Tshisekedi, tu t'arranges quand même, ancien président de la République, tu y vas pour défier toute la République. Et vous pensez, voilà, et vous pensez que ça ressemble à un citoyen de Goma qui serait en dehors de Goma quand Goma tombé, qui cherche à regagner Goma.
ou bien à un paisible commerçant qui fait ses commerces entre Goma et trucs. Non, mais nous sommes où là? Ne confondons pas les choses. On parle d'un monsieur qui a dirigé de ce pays pendant 18 ans et qui est sénateur à vie. Et donc, déloyauté, il y a. On n'a pas besoin d'aller trouver les armes, les trucs. Et non seulement il y va, il organise des consultations, des réunions avec ses rebelles. On n'a pas besoin que Nanga déclare qu'il est le chef ou qu'il ne l'est pas. Quand il organise et que ce même rebelle qui se sont appelés des chefs se mettent là et que celui qui organise la réunion, à quel titre? On me dira que ben mais qu'est-ce qu'on fait à Doha? Mais ne confondons pas les choses. Rentrons dans la logique. Voilà, exact. Ça sera le deuxième tour. Ne confondons pas les choses. Ce n'est pas parce que je suis au tribunal avec un voisin dans lequel on est dans le conflit, vous imaginez, que je vais autoriser à mon fils d'aller fêter avec cette personne et qu'il dira, mais papa est en train de causer avec lui au tribunal. Mais c'est au tribunal. À Doha, on n'est pas allé de gaieté de cœur pour prendre ça comme raison, dire, comme on est en train de discuter à Goma, donc on ne peut pas condamner Kabila. Kabila, c'est un ancien président. Il est censé représenter et défendre les institutions. C'est un serment qu'il avait. Et ce serment ne s'arrête pas parce que tu as cessé d'être président. Tu as défendu les pays. Tu as un devoir de loyauté vis-à-vis de ces pays. Et ça ne demande pas qu'on aille trouver des armes à Kachamata pour établir le fait. Ce n'est pas un citoyen normal qui va à Goma pour faire ses affaires ou ses commerces. Les gens peuvent y aller. On a des gens qui viennent de Goma, qui viennent dans des forums ici à Kinshasa. Il y a des gens qui quittent ici, qui partent là-bas. Et donc, on ne doit pas banaliser la poursuivabilité de Kabila dans ce dossier, au-delà de je ne sais pas moi, polémique entre les deux camps et autres. Il faudrait... je voudrais juste un mot. Je suis tout à fait d'accord avec Andolo quand il parle de la responsabilité de Joseph Kabila comme président. Il est tenu. Hein. Il y a toute une loi qui encadre le statut de... Tenu même à l'arrêt tenu après. De l'ancien chef d'État. Donc pas une loi taillée sur mesure parce que tous ceux qui seront anciens chefs d'État bénéficieront de cette loi. Mais là où je ne suis pas d'accord, qu'on puisse rentrer dans une forme de simplisme, vous me passerez l'expression, parce que quand on dit, on associe la présence de quelqu'un à Goma, et donc à la responsabilité, parce que ceux qui ont, par exemple, commandité toutes les rébellions ici à Kinshasa, au Congo, Kolwezi, Moba 1, Moba 2, tous que 80 jours, est-ce que toutes ces personnes étaient venues à Kinshasa? Tous ceux qui fournissent les guerres à travers le monde, est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'on peut vraiment être aussi idiot que de soutenir une guerre et puis une rébellion, de descendre sur le lieu et se présenter comme ça? C'est pas question d'idiotie, c'est comme ça que j'ai dit que ça peut être un caprice. Parce que ici, on est dans la logique où on veut faire mal à l'autre et on va les défier. On rentre dans des présomptions. Non, c'est pour cela que j'ai dit que quand on est ancien président, c'est qu'à on devient en fait porteur. Accordez-nous quelques moments d'objectivité parce que ça devient rare dans nos médias. C'est très dangereux de prendre nos impressions, nos ressentis pour des réalités. Nous sommes à un niveau où l'avenir du pays est engagé. Très bien. La vie des gens risque d'être mise en jeu. Moi, je pense qu'à un certain niveau, nous ne devons pas dire des choses avec légèreté. Je ne soutiens pas la présence, la démarche de Kabila. Mais je me dis, si, d'autre part, on peut considérer ce seul fait-là comme le fait d'être responsable de toute une rébellion qui a commencé il y a 30 ans, alors on se pose la question. Là, cela voudrait dire que tout le temps que Kabila a été à la tête du pays, il a soutenu sous la table de cette rébellion. Donc ça serait lourd des conséquences. Moi, je ne veux pas qu'on rentre dans ça. Je ne voudrais pas qu'on puisse briser les équilibres éphémères qui fait que nous soyons encore une nation. Parce que, comme quelqu'un a dit ici, je ne sais pas, Mukelekele ou Kandolo, que le pouvoir va au-delà des individus. De Tshisekedi
et de Kabila. Il s'agit de notre avenir commun, pardon, l'avenir de nos enfants. Donc si nous voulons rester entre les désamours, entre les deux personnes, on risquera de faire beaucoup de pays à cette nation et léguer quelque chose qui ressemblerait au Congo et pas tellement le Congo à nos enfants. Nous n'avons pas... et pour le moment, c'est à cela que ça ressemble. Hein. Donc, voilà. Mais il y a aussi ce discours de Kabila au Kenya, je crois en Nairobi, où il s'est adressé à la nation, où il disait... Les revendications de M23 sont légitimes. Voilà, et sont des aspirations du peuple. Du peuple congolais. Est-ce que ces propos ne sont-ils pas graves Qu'est-ce que ces propos insinuent? Qu'est-ce que ces propos insinuent? Qu'il soit président de la République ou, je ne sais pas, pape. Il dit que ce que les M23 est en train de faire est légitime. Qu'est-ce que ça insinue? Et en 2013, c'était légitime ou illégitime? Il dit les temps et les époques sont deux éléments qui font que ce qui s'était passé en son temps, ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Mais en fin de compte, même Boulos répète ce que Kabila a dit. C'est un problème congolo-congolais. Donc, l'opinion de Boulos, un peu comme le journaliste qui lui a attribué le visage de l'espoir, dont vous pensez que Boulos est devenu l'évangile, c'est lui qui doit venir. Pourquoi Kabila est une évangile? Pourquoi les paroles de Kabila? C'est quoi l'insinuation? Mais Kabila est plus proche de nous que Boulos, en fait, Thierry. Kabila a été président pendant 18 ans. Boulos, c'est un individu qui représente les intérêts de notre pays, qui ne sont pas les intérêts de notre pays. Qu'est-ce qu'il fait dans notre pays s'il ne représente pas les intérêts? Oui, mais ce sont des questions de diplomatie. Tu ne peux pas me dire que tu vas mettre de manière secondaire ce que nous, en tant que pays, nous disons par rapport à ce que les autres viennent nous dire. C'est comme ça qu'on a appris à nous définir. C'est l'aliénation mentale. Et que nous ne définissons pas par nous-mêmes. Si c'est ce que Boulos doit dire, qui doit devenir un argument d'autorité, il y a un problème. Nous avons dit que nous n'entrons pas dans le juridique parce que c'était déjà dit. Les procès déjà faits. L'atteinte à la présomption d'innocence, elle est constatée avant, pendant ou après. Pour les médias, qu'est-ce que les juristes ont dit dans leur discussion? Application pratique et défi. Ça, c'est en République démocratique du Congo. Malgré l'existence de ces textes juridiques, c'est-à-dire sur la présomption d'innocence, la pratique judiciaire congolaise observe des abus qui bafouent ce principe. Les médias ont une responsabilité importante dans le respect de la présomption d'innocence en invitant de présenter une personne comme coupable avant le jugement définitif. C'est ce que Seka venait de dire. Et je crois que c'est toi qui as rappelé qu'il y a eu une interview où on parlait déjà. Ça dit qu'il y a des textes qui nous interdisent de faire ce qui s'est passé. Et puis, il parle de la condamnation d'un ancien président. Devant la cour, avions-nous un ancien président ou un sénateur devant la haute cour? C'est la même personne. Comment est-ce qu'elle devient la même personne? Parce que la loi nous dit que, Serge évoquait la loi sur... dans de débats sémantiques de, non, c'est pas la sémantique. Statut juridique. Attention, on parle de la globalité de la personne. Pénal. Le droit pénal est de stricte application, mon frère. Quand je dis que Dan avait pris mon téléphone Samsung et que sur Dan on trouve mon téléphone Itel, ça pose un problème. Mais quand on dit qu'on a fait des perquisitions, nous ne savons pas qui a signé le document de perquisition. Et dans ces perquisitions, ce que nous avons vu sur Internet, on n'a pas vu ça au procès. C'est ce que j'ai dit. Ça dit que les preuves... Parce que vous vouliez que la rumeur ressemble à... En fait, sur Internet, vous avez bien dit qu'il y a la rumeur. Il faut vous en tenir à ce qui est officiel. Ouais. Parce que si vous allez chercher ce qui est sur Internet, on va ramasser tout. Oui, parce que même pour Cuba... Ça veut dire que même cette atteinte à la présomption-là, c'est sur Internet que vous avez ramassé ça. Cuba, dans sa déclaration, ne donne pas la preuve. Dans le procès Chebea... Il dit avoir entendu Kabila discuter avec Nanga. Tenez, dans le procès Chebea, Mouilamboué prétend que quand il était dans la Jeep avec le major Jadidja à l'époque, le major Jadidja avait reçu un coup de fil. Et après,
on va le dévier, on va l'amener chez l'auditeur général. On lui pose la question, qui était au coup de fil avec le major? Il dit que ça doit être le général Numbi. Comment sais-tu? Non, l'attitude qu'avait pris le major. Ça, ce ne sont pas des preuves. Les preuves sont électroniques. Comme Kuba a déclaré que Kabila et Nanga se sont appelés avec les Kagame, dans les poursuites, on devait rechercher des preuves électroniques. On nous brandit, on nous fait entendre la voix de Joseph Kabila qui parle à Nanga. C'est ce qu'on appelle les preuves en droit pratique et surtout le droit pénal. C'est pourquoi j'ai dit que, tel que Sekana l'avait dit, et Seka l'avait dit, après Kabila pour ses pourvoirs en cassation, c'est là que je suis entré en la matière avec la présomption d'innocence. Parce que si jamais Kabila devra ses pouvoirs, c'est par rapport à la présomption d'innocence. Quand il va là-bas, il dit que je suis innocent. Ah, pourquoi toi tu es innocent? Non, je ne pouvais pas aller là-bas parce qu'eux, ils ont dit déjà que c'est moi le rebelle, c'est moi, en commençant par le gouvernement. Et on va prendre les éléments constitutifs de ce que Kabila dit. Oui, le gouvernement a dit déjà que Kabila est M23, il a tué, il a fait ceci. Avec autant de facilité par ces gens-là, on l'accueille dans une résidence. Ça, ce n'est plus. étoiles. Nous sommes dans le droit. Nous sommes dans le droit. Kabila est déjà condamné. Seka vous dit qu'il peut se pourvoir, il peut envoyer son pourvoi en cassation. Quand il envoie son pourvoi, ce qu'il va jouer, c'est l'atteinte à la présomption d'innocence. Donc, lui, Kabila n'a plus besoin de justifier qu'on m'a accueilli avec pompe, tapis rouge et tout et tout. Quand vous dites que Kabila était à Rumangabo, il faut amener des éléments de preuve. Kabila dira que je suis innocent, je n'ai jamais été à Rumangabo. À Rumangabo, j'étais en 2009. Mais c'est à eux de démontrer qu'en 2025, j'étais à Rumangabo. C'est ce que j'ai dit. Et c'est ça le droit. Dans quel cadre Nanga et Kabila ont tenu cet échange-là? Comment on peut la... juridiquement parlant, elle peut pas être constitutive de preuves. Je dis ceci. On voit Kabila et Nanga. C'est ça, non? Oui. Mais devant le juge, la présence de Kabila chez Nanga, je crois Serge l'a dit, la présence de Kabila chez Nanga, est-ce que ça constitue qu'il est lui le patron? C'est ce que le droit veut que vous puissiez, dans vos confirmations, que vous puissiez prouver que la rencontre de Nanga et Kabila à Goma témoigne que Kabila est le patron de Nanga. Serge a même basculé plus loin. Quand il a parlé de Doha et d'ici, ça dit que la personne que vous accusez en être patron, mais là-bas, ceux-là qui jouent le rôle de M23 ne se reconnaissent pas en cette personne-là. Maintenant, quelle est la preuve que c'est lui leur patron? Le droit pénal exige des preuves. Si j'ai une preuve sur Dan, je viens, je l'étaye. Dan, tu ne peux pas nier. Parce que le jour où nous étions avec toi, attendez, monsieur le juge, voici ce que tu disais. D'accord. C'est ça le droit. Je vais dire un petit mot rapidement. Le droit pénal, comme le droit civil, exige de preuves. Il n'y a pas de droit où il n'y a pas de preuves. D'abord, il ne faut pas que, tout en n'étant pas des juristes ou des avocats, qu'on ait l'impression qu'on veut féticher la question du droit pénal, même la rigueur dont on parle. Parce qu'en même temps, Thierry dit que comme on a déjà condamné Kabila, on ne peut plus parler de ça, et qu'on parle d'un pourvoi en cassation qui est imaginaire. Donc j'ai comme l'impression que vous avez invité sur le plateau pour qu'on parle de la fiction et non pas des faits. Et pourtant, c'était pour commenter, donner nos points de vue sur le procès. Donc non, imaginaire dans ce cas, parce que Kabila ne s'est pas prononcé. Il ne t'a pas mandaté non plus pour dire que il va aller. Non, mais là vous êtes dans la fiction. Serge a réfléchi. On est en train d'analyser le fait. Ça c'est la fiction. Parce qu'il peut aussi décider de ne pas le faire parce qu'il a boudé le procès.
il peut aussi dire je m'en fous parce que je sais que c'est peut-être un chantage politique, je ne veux pas y aller. Mais est-ce que ça nous interdit, nous, de jeter le futur? Qu'est-ce que ça peut devenir? Ça ne vous interdit pas, mais vous êtes en train de nous interdire de réfléchir sur le fait, mais plutôt sur la fiction. Parce que ça relève de la fiction. Les faits, c'est qu'il y a eu condamnation. N'est-ce pas qu'on est venu sur quel fait? La condamnation est condamnable. La condamnation passe sur des faits. Avez-vous suivi le procès? Je l'ai suivi. Au procès. Je l'ai suivi. Pour vous, il n'y a eu aucun élément de tout ce qu'on a présenté sur Kabila. Parce que vous ne faites que rentrer sur... Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que dans la pratique du droit pénal, quand on dit qu'on a volé un téléphone Itel, on doit nous présenter le téléphone Itel. On ne nous amène pas un Samsung volé et on dit que ça appartient à Dan. Ça, c'est beau comme exemple. Mais dans les faits, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que par exemple, ici, vous êtes en train de dire, vous voulez dissocier la personne qui a été jugée comme sénateur en dehors de la personne. C'est pas moi qui fais la dissociation. C'est le droit. Non, s'il vous plaît. La loi sur les anciens présidents, ce n'est pas la loi sur les sénateurs. S'il vous plaît, on ne peut pas devenir sénateur à vie si on n'a pas été président de la République. Alors pourquoi on l'a amené devant le juge? Mais pourquoi on l'a amené devant le juge? Non, c'est toi qui ne comprends pas, qui veut embrouiller les choses. J'ai dit ceci. Est-ce que tu peux te réveiller le matin et on fait de toi sénateur à vie si tu n'as pas été président de la République? C'est comme ça que quand on veut analyser, on analyse la personne de manière holistique. Cette personne a été président. Est-ce que ça c'est un péché? Est-ce que ça ne relève pas du droit simple ou du droit pénal? Qui juge un ancien président? Non, mais s'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai comme l'impression que vous allez dans des débats de petites sémantiques. Non, c'est pas de la sémantique, c'est du droit. On ne peut pas être... Non, on fait une interaction. Parce qu'il sénateur à vie, passer des choses qui ne sont pas réelles. Les choses réelles sont... C'est pas réel. Tu ne te réveilles pas le matin parce que tu t'appelles Thierry et on fait de toi sénateur à vie. Mais c'est ce que Moutamba a fait. Président. Ce que tu dis, c'est ce que le ministre... Non, c'est ce que le ministre Moutamba a fait. Mais nous, on parle de la République. Vous parlez de Moutamba. Mais c'est lui la République. Attendez, quand les défenseurs de Moutamba et ceux qui allaient à la messe le soir chez lui, aux veillées, viendront sur le plateau. Ici, on parle de la République. Tantôt, vous êtes Moutamba. Tantôt, vous ramenez les procès des Numbi. Oui, mais ce sont des exemples. Parce qu'on n'est pas là pour que je sois carré. Non, je n'interdis pas que vous puissiez naviguer dans tous les trucs. Mais restons sur le fait. Ne m'interdis pas de prendre des exemples. Ce sont des faits réels. Non, mais ce sont des exemples qui ne cadrent pas. Non, ça cadre. C'est dans le droit. L'assassinat de Chebeya. Et ça peut être pris pour une jurisprudence. La haute cour, attendez, la haute cour a pris pour une jurisprudence sur on appelle ça comment? On a dit que Kabila faisait encenser l'apologie. La haute cour a pris pour une jurisprudence française parce que chez nous, il n'y a pas un terme juridique qui qualifie l'apologie. D'accord. Alors, ça dit que en droit, les jurisprudences, on les ramasse. Pour avancer, à votre avis, y a-t-il eu trahison, haute trahison ou pas? La Cour n'a pas démontré qu'il y a eu haute trahison. Mais la Cour a démontré, c'est sur base de ça qu'on a condamné. Ah voilà. Donc on conclut que nous taisons parce que la Cour a déclaré Kabila coupable. Avançons. Voyez. Mais sur le principe des droits que nous étions en train de discuter, ce sont des principes donc, généraux. Donc selon les outils de droit que vous avez, donc il n'y a pas eu haute trahison. Pas que j'ai, les principes des droits qui existent. On doit avancer. Parlons maintenant de Doha. Parlons de Doha. Est-ce une contradiction de condamner Kabila à Kinshasa et de discuter avec lui à Doha à la fois? Est-ce une contradiction? Mais je l'ai dit tout à l'heure. En fait, on ne condamne pas Kabila juste parce que on l'a vu à côté de rebelles de M23. On le condamne parce que c'est un ancien président, actuellement sénateur à vie, qui est tenu à un certain nombre de retenus, mais qui se retrouve là-bas. Sinon, on poursuivrait... pourquoi on poursuivrait Bissi, moi, pour haute trahison? Pourquoi on poursuivrait, je ne sais pas moi, qui pour haute... Ils n'ont pas été présidents de la République. En fait, j'ai comme impression que le côté simpliste de la chose, c'est quand on veut dissocier la personne de Kabila, on veut l'ordinariser, le rendre ordinaire comme tout le monde, comme tout le copain de Thierry. Non! Kabila, c'est un ancien président de la République et sénateur à vie. Il y a une responsabilité vu les statuts qu'il a. C'est différent, comme je l'ai dit, avec un paisible citoyen de Goma qui s'est retrouvé à Kinshasa ou au Katanga pendant que Goma tombait et qui cherche à y rentrer. Vous comprenez? Et ici, quand on parle des négociations, on mandate les gens. Même ceux qui partent à Doha.
si on n'a pas mandaté quelqu'un au nom de la République, Chabani Jacquemin ne se réveille pas le matin sans avoir le mandat ni de la Première ministre ni du chef de l'État. On le voit en train de discuter avec les gens du M23. On poserait des questions. C'est aussi simple que ça. Même les simples bon sens. Ça ne demande pas que tu sois expert en criminalité ou en droit de la rébellion. Ça, c'est les simples bon sens. Donc, pour moi, quand on regarde ces faits, il n'y a pas de contradiction. Parce qu'il faudrait à un moment donné qu'il y ait des solutions. Mais pendant qu'on cherche à trouver des solutions, il y a quelqu'un qui va comme entêter ces gens. Aobi Magangi, dont il dit qu'il va s'afficher avec eux pour dire que ce qu'ils font, en tuant, en violant, en pillant le Congo, c'est bon. Et il dit que c'est des aspirations du peuple. Et ça, c'est M. Kabila qui l'a dit, ancien président de la République, qui a fait 18 ans, qui a défendu... Il y a aussi cet impact. Beaucoup ont dit que cela est un coup porté à la cohésion nationale que beaucoup peinent comment dire, à faire retrouver, à faire unir le Congolais pour qu'il y ait cette cohésion nationale. Bon, en fait, il y a des thématiques de fois importées pour ne pas nous faire avancer dans notre tête. La cohésion nationale, est-ce qu'elle se limiterait à Tshisekedi, Fayulu, Kabila, Katumbi? Alors que nous sommes dans un pays de 100 millions d'habitants. C'est un peu comme qui dirait, si X ne se présente pas aux élections, il n'y a pas cohésion. Non, non, s'il vous plaît. Au Sénégal, Sonko a été empêché d'être candidat président. Il a choisi un dauphin. Chez nous, c'est toujours, si je ne suis pas candidat, on va brûler les pays. Marine Le Pen est en train d'évoquer la possibilité pour elle de ne pas être candidate et de laisser Bardella. Pourquoi nous, la cohésion nationale doit se définir sur base des individus, comme si le Congo là n'appartient qu'à ces individus-là. S'ils ne sont pas là, ça veut dire qu'il n'y a pas de cohésion nationale. Les 999 autant de millions de Congolais qui sont Congolais là, il n'y a dès que les deux là ne sont pas à la table, il n'y a pas de cohésion nationale. Nous avons une très mauvaise façon de définir la cohésion nationale sur les intérêts des individus, sur les égos des individus. On devrait faire avancer les débats sur la cohésion nationale au-dessus des intérêts égoïstes de quelques leaders qui veulent prendre les Congos en otage. Et il faudrait qu'il y ait l'exemplarité dans la façon de punir. Et ici, qu'il s'agisse de Kabila, que ce soit Fayulu, que ce soit Tshisekedi, ici, il est dans le même cas pour lequel on est en train de condamner Kabila ici, ben, c'est la même chose. Est-ce que le dialogue est un dernier verrou? Le pays doit être au-dessus. Le dialogue au niveau interne, peut-être le dialogue proposé par la Cinco. Vous pensez que ça peut être le dialogue où Nanga, Kabila, tout le monde prendrait? Ben, c'est discutable, c'est des positions. Tant qu'on n'a pas de solution pour le moment et que des gens continuent à mourir, je crois qu'il faudrait taire à un moment donné les égos et être réaliste. La question du dialogue, c'est une question qui peut être appréciée et dans quel format cela peut être fait et que ça ne soit pas juste parce que chacun a sa définition du dialogue dans sa tête. C'est ça aussi le plus grand problème. Et même ce dialogue-là, il faudrait qu'il y ait une orientation commune, collective, qui puisse privilégier l'intérêt commun des Congolais et non pas les intérêts et les appétits des uns et des autres selon leur égoïsme. Merci beaucoup. On va prendre les deux dernières interventions, 4 minutes chacun pour pouvoir clore le débat, dernier tour de table. En tout cas, parlez-nous un peu, déjà la régie me dit qu'on n'a plus de temps, parlez-nous un peu de cette affaire de dialogue, disons, Doha, en dialogue, Kinshasa, on condamne Kabila. Une contradiction, selon vous? Ça dépend de quel point de vue on voudrait aborder la question. J'ai dit tantôt que nous tendons inéluctablement vers une forme de dialogue. Déjà, ce qui se passe à Doha, c'est un dialogue. Ce qui se passe aux États-Unis, un dialogue entre la RDC et le Rwanda. À Doha, entre la RDC et ceux qui ont pris les armes. Et je ne vois pas pourquoi, à l'interne, on ne parlerait pas. Dialogue je rappelle, peut-être que nous avons encore, la mémoire collective tombe souvent en panne, que nous venions il y a si peu de Sun City, que nous avons connu il n'y a pas longtemps. Les consultations nationales, concertation. 1+4 avec tout ce concertation, dialogue de la Cinco. Nous avons des équilibres fragiles. Ce pays se repose sur des circonstances historiques, mais aussi sur notre volonté commune
de rester une nation. Raison pour laquelle quand ça brûle à Goma, à Kinshasa, on ressent la douleur et puis nous réagissons. C'est ça le Congo. Et quand on dirige des pays, quand on est aux commandes, là je ne parle pas que de ceux qui ont l'impérium, mais ceux qui sont dans l'opposition aussi. Nous devons être conscients de ce que cela représente. Sinon, nous prêtons le flanc à ceux qui voudraient voir la balkanisation, la dislocation du Congo. Et on ne souscrit pas à cette démarche. Et quand on regarde, c'est vrai que le président de la République a dit dans une interview, la justice a fait son travail, lui n'a pas à s'y mixer là-dedans, c'est une démarche judiciaire de la justice, mais je pense, si on veut voir des choses une globaux, le procès risquerait de mettre à mal le principe. Je ne parle pas du dialogue des 5 ans, je parle le principe des dialogues qui voudrait que tout se mette ensemble. Écoutez, le Rwanda qui nous agresse depuis plus de 30 ans, on est foutu de discuter avec le Rwanda. On accepte de le rencontrer, de signer les documents. Et qu'est-ce qui empêcherait que le Congolais se parle? Ça, c'est la question. Qu'est-ce qui générait dans le fait que nous nous parlions? Parce que à la fin, nous serons obligés. Nous sommes bientôt en 2026. Ça se passe comment? En Kabila? Écoutez, non, enlève d'abord les individus. Moi, je parle de principe. Il nous reste 2026, 2027 et 2028, les élections. On devait avoir les élections en 2016. On est en 2018. On les a eu en 2018. Qu'est-ce qui s'est passé entre eux? Il y a eu une forme d'anticipation. Vital Kamerhe, encore lui, a joué un rôle pour rallier l'opposition qui ne voulait plus entendre parler des Kabila. Il y a eu OUA et ça aboutit à centre interdiocésain. Si on n'anticipe pas sur ces fêtes-là, ne serait-ce qu'on sera à mal par rapport au délai. Il y a une partie du pays qui est occupée. Si on doit organiser des élections, on organisera les élections sans Goma, Bukavu. Une minute, oui. Et pardon, j'aurais un petit mot à dire à la fin vraiment par rapport à la SNEL. Goma, Bukavu. Et quelle sera la validité de ces élections? Donc, les dialogues s'imposent. Je dis s'imposent. C'est un impératif pour que nous puissions sauver les équilibres, pour que nous puissions sauver la gouvernance, pour que l'impérium puisse rester, qu'on ne donne pas des motifs de justification des comportements voyous et autres aux oiseaux des malheurs, qui n'attendent que cette occasion-là. Alors si on ne prend pas le temps de nous parler aujourd'hui, je pense que ce sera difficile demain. Ce sera très difficile demain. 4 minutes rapidement, monsieur Thierry. Mais je n'ai pas fait 4 minutes. Hein. Vous avez... Ça passe tellement... Surtout que le principe de 4 minutes n'a commencé que là-bas. Vous avez pris beaucoup de temps. Non, laissez le temps de Thierry. Doha, je pense que je l'ai dit plusieurs fois sur ton plateau. Et j'ai demandé plusieurs fois au président de la République de rester dans le pays, d'appliquer l'article 87. Comme il y a des cas des militaires arrêtés et même des personnalités politiques arrêtées par l'armée, d'appliquer l'article 156 de la Constitution. Ces deux articles donnent le pouvoir au président de la République de garder les Congolais au pays afin d'échanger. Boulos vous dit que, même le chef de l'État lui-même l'a dit, que nous avons déjà déclenché le processus d'échange des prisonniers. On attend, je ne sais pas, Croix-Rouge. Mais la Constitution demande au chef de l'État, ou donne le droit au chef de l'État, pour passer par des mesures de grâce, des commutations des peines et tout et tout. Les Congolais arrêtés, du moins, du M23, qui seront pris en charge par la Croix-Rouge, iront où? En RDC, où ils auront un statut spécial. Les Congolais que les M23 va sortir, s'il y en a dans leur cachot, ils iront où? S'ils sont des Goma, ils partiraient de Goma pour venir dans la partie où Kinshasa gère, ou comment ça va se passer? Or, la mesure de grâce donne le pouvoir au chef de l'État de gracier même les Congolais
qui sont à Goma, à Bukavu, partout là-bas. Il n'y a aucune contrainte constitutionnelle qui dit au président de ne pas aimer Kabila qui est à Goma et d'aimer seulement ceux qui sont restés ici. Non, ça c'est la loi mère. Ça dit que pour moi, Doha, ça a été un frein et un recul. Parce qu'au départ, on a fait miroiter aux Congolais que le 28 juillet, Kagame et Tshisekedi seront là. Je l'ai toujours contredit. Boulos qui dit que la Doha, c'est la dernière pièce du puzzle. C'est quelle dernière? Non, il pense que c'est la dernière pièce du puzzle. Jusque-là, le président n'est pas dans la logique de libérer des prisonniers. Mais il y a eu déjà cet engagement qui a été pris. Mais ça fait combien de mois? La Croix-Rouge pose-t-elle quel genre de conditions? Parce que apparemment le président a dit nous attendons la Croix-Rouge, Boulos a dit nous attendons la Croix-Rouge. Une commission de la Croix-Rouge. Où mettrions-nous ces Congolais-là qui seront échangés? Parce qu'en termes de guerre, les prisonniers de guerre sont échangés d'États qui étaient en guerre, comme nous voyons l'Ukraine et la Russie. Pendant la guerre, on échange des prisonniers. Mais maintenant, les nôtres, nos frères qui sont à Goma et nos frères qui sont ici, on va les échanger. Cette logique de Doha, je n'arrive pas à comprendre. Et puis, le président de la République, jusqu'à un certain moment, il avait toute la marge, toutes les marges, d'ailleurs c'est plusieurs marges de manœuvre, pour convoquer le dialogue. Il a quitté le cadre institutionnel national, il est parti dans le monde. Et dans le monde, tout le monde commence à lui dire ce qu'il faut faire. Et à un moment, il conclut, il dit que non, au fond, le dialogue, c'est dans mes prérogatives. Mais pendant ce temps que vous êtes à Doha, vous fragilisez vos propres prérogatives. Qu'est-ce qui va se passer si lui, le chef de l'État, convoquait le dialogue? Il y aura des préalables. Ça s'est fait dans ce pays. À l'Union africaine, hein, c'est ça, hein, OUA, ici chez nous, Kabila avait convoqué les premières... comment on avait qualifié ça comment les premiers entretiens là, on avait donné un nom, concertation. Il y a eu des problèmes. Kabila a organisé les deuxièmes concertations. Quand Kamere a rejoint ces concertations, l'opposition avait bougé, les gens sont allés à l'OUA. Et quand Tshisekedi, le père, a adhéré dans la logique, nous sommes allés terminer à Saint-Sylvestre. Vous vous souvenez? Oui. Alors, 2016. Alors, pourquoi nous avons l'histoire? Nous ne voulons pas stopper ce genre de démarche au niveau international et ne pas rester terminer les problèmes ici. Nous sommes en train de terminer toute l'année 2025. Nous n'avons pas avancé. Nous n'avons pas avancé. Doha était une stratégie de l'Émirat pour rapprocher les deux protagonistes afin que l'or qu'il cherchait au Congo parte du Congo, aille au Rwanda, être raffiné et puis aller chez lui. Donc Doha n'a joué que sa propre partition. La partition des Congolais ne réussira que par des Congolais Trump se au vante déjà Congo. d'avoir mis fin à la guerre entre la RDC et le Rwanda. Mais parce qu'il a son document signé. Il a son document signé, il croit que c'est fini. Mais sur terrain, rien n'a avancé. Et puis finalement, vous dites que non, vous devez seulement vous parler entre vous, c'est un problème des Congolais. Merci beaucoup, M. Serge. Un petit mot. Oui, je voulais ajouter vraiment, avec votre permission, sur ce sujet qui nous concerne. Il n'y a pas de développement sans électricité. Le chef de l'État venait de nommer les nouveaux directeurs généraux à la SNEL, à la personne du professeur Teddy, Luamba, professeur d'université, polytechnicien, ancien DGA, ancien ministre des Ressources hydrauliques et l'électricité, et il revient là à la tête. Je pense que c'est ce que nous attendons du chef de l'État, des maîtres de gens qui, surtout en ce qui concerne les domaines techniques, Il était ministre. des gens...
Non, c'est pas amélioré. non, je dis, c'est pas, le ministre Niger, c'est ça aussi, une méprise. Le ministre n'est pas opérationnel, il conduit la politique, Mais la SNEL aujourd'hui, si on voit toutes les formes qui sont intervenues, est une société commerciale, dont à la tête se trouve un manager. Mais essayez d'évaluer aujourd'hui les niveaux des dessertes, essayez de voir comment se trouvent nos centrales de production. Essayez de voir les services, vente et après-vente. On nous vend aujourd'hui le courant à travers des guichets, mais la SNEL n'est pas capable de faire en sorte que nous payons à partir de notre téléphone. Mais pour quel courant? Et ces gens-là sont là, c'est vraiment la fonction publique. Vous allez là, n'importe quoi. Alors, raison pour laquelle nous attendons beaucoup de messieurs Teddy Luamba, même cette proximité avec la SNEL, qu'on quitte les stades des slogans, qu'on aille de l'avant. Je ne veux pas tirer sur l'ambulance, moi je me dis qu'on peut faire mieux par rapport aux slogans. Je ne prends que l'aspect vente. Vous avez le retour cash, mais vous arrivez à un certain moment où quelqu'un se dit Nakangi, Bokende, alors qu'on peut faire ça avec les téléphones. Qu'est-ce qui ne va pas? Nous sommes au 21e siècle, Dan. Alors la SNEL doit vraiment faire en sorte de savoir que sans électricité, il n'y a pas de développement. Sans électricité, il n'y a pas de cohésion. Sans électricité, on n'écoute personne. Tous ces discours-là qu'on dit à l'Assemblée nationale, à la présidente de la République, on ne va rien écouter parce qu'il n'y a pas le moteur de développement multisectoriel. En tout cas, bon vent à Teddy, mais nous espérons vraiment que les choses puissent changer et que le courant soit dans nos maisons beaucoup plus qu'il ne l'est maintenant parce que vraiment... C'est un problème. C'est vraiment un problème. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Sujet vital. Merci beaucoup, monsieur Eugène Kandolo. La beauté du débat a permis que nous puissions avoir cette émission. Merci si vous l'avez aimé. Mais sinon, ça n'est fini. Portez-vous bien. Au revoir. Que la paix règne dans vos maisons.